Mathieu Marmouget, bonjour. Je suis ravi de t'accueillir dans Story of Stories. Alors, tu diriges depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, la radio Move du groupe Radio France, qui est le cheval de Troie de Radio France pour conquérir les jeunes, selon Sylvie Veil, PDG de Radio France. C'est bien ça ? C'est bien ça. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Donc, on verra. J'ai essayé d'en parler. Et tu me donneras ton avis si j'y arrive ou pas. Alors, tu as pris tes fonctions en 2022 et donc, en janvier 2022, tu as travaillé sur le nouveau positionnement de la chaîne et sur la nouvelle grille la grille de programme en fait, de la chaîne en 2022, puis en 2020, sur celle de 2023. J'imagine que là, vous êtes en train de travailler sur celle de 2024. Alors oui, c'est fini. C'est fini, c'est bouclé. C'est quasiment bouclé. Donc, tu vas me raconter comment, effectivement, vous avez repensé en fait, la chaîne Move. Alors, je te propose de parler de l'idée, justement, comment vous avez repensé Move. Alors, on ne dit plus le Move. Hein. Depuis 2015. Déjà. Depuis 2015, exactement. Tu vas me parler je te propose de parler de l'exécution, des chiffres, du succès et de ta routine éditoriale. Ça te va ? Très bien. Alors, commençons par l'idée et peut-être un mot sur ton parcours. Oui. Toi, tu as commencé en fait dans la communication au sein du groupe Orange. Oui, c'est ça. Même en réalité, j'ai commencé chez France Télécom. France Télécom. Exactement. En fait, j'ai viens d'une filière littéraire, mais sur tu avais bossé, tu avais fait de l'histoire, c'est ça la fac ? Ouais, j'ai fait de l'histoire. Enfin, j'ai fait une prépa littéraire, de l'histoire. Et puis, sur le tard, j'ai choisi de passer un concours pour faire un DESS d'informatique en apprentissage. Et je suis rentré en apprentissage à France Télécom. Et en fait, j'ai été embauché à France Télécom e-Business, pour ceux qui s'en souviennent. Puis à la branche développement de France Télécom, où, par le biais de rencontres, j'ai été amené à être drafté à la direction de la com. Parce que c'est ce moment, tu sais, où tu as des boîtes historiques qui commencent à développer un business très fort sur Internet. Mais dans le métier historique, il est plus temps, là en l'occurrence pour France Télécom, de vendre des forfaits de téléphone fixe. Et Kineris, voilà, à l'époque. Et effectivement, tu as quand même un problème culturel. Et donc, c'est vrai que moi, je fais partie d'une génération dont la carrière a été boostée par sa connaissance de ce d'Internet, d'une certaine manière, de ce qui va avec et de la culture qui va avec. Et donc, c'est vrai qu'on a été un peu propulsés puisque on était les sachants dans un univers qui patinait un petit peu. Et donc, moi, c'est Quentin Delobel qui est le directeur adjoint de la com d'Orange aujourd'hui, qui m'a proposé de le rejoindre à la com d'Orange. Et c'est là où, effectivement, cette rencontre a permis de faire pas mal de choses. Il y avait Séverine Legré de la Salle était directrice de la com à ce moment-là. Et on a pu lancer des expérimentations assez sympas qui nous ont fait pas mal réfléchir. Et notamment, puisque la question était de savoir, est-ce que Internet peut permettre de faire de la com, de la pub et de la com ? Il paraît fou de dire ça comme ça aujourd'hui. Mais moi, j'étais chargé de ces expérimentations auprès de Séverine Legré de la Salle, puis plus tard auprès de Delphine Arnott. Et on a commencé comme ça à inventer ce qui allait un jour s'appeler le brain content, mais en tout cas qu'on n'appelait pas comme ça à ce moment-là, pas tout à fait. Et tu as lancé, tu as participé au lancement de l'iPhone. Alors oui, effectivement, c'est mon dernier fait d'armes avant de partir d'Orange, puisque oui, j'ai travaillé sur la campagne. Alors comme toujours chez Orange, on était nombreux pour se faire, mais oui, j'ai travaillé sur le lancement de l'iPhone 1 en novembre 2007, si je me souviens bien. Ça doit être dans ces eaux-là. À la fois chez Orange pour la coordination du lancement sur le digital, puis chez Combini, puisque j'ai quitté juste après, j'ai quitté Orange et en 2008, je rejoignais David Creusot et Lucie Bedet, donc les fondateurs de Combini. Et notre première campagne était une campagne qui s'appelait La Battle, qui était centrée sur... c'était un brain content pour lancer l'iPhone avec une battle de DJ. Voilà. Vous avez commencé avec Orange. Alors justement, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais c'est quand même important. Tu as cofondé en fait Combini.
donc en 2007-2008, c'est ça? Ouais, en 2008, c'est ça. En 2008, Ouais. dont tu as été directeur général pendant 12 ans. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé, comment s'est monté le projet. Ça pourrait faire l'objet du podcast, ça va pas être le sujet principal, hélas, mais moi ça m'intéresse quand même si tu peux me raconter un petit peu le... Alors oui, c'est surtout David et Lucie qui ont monté Combini. Moi, je les ai rejoints pour être clair, même si effectivement les expérimentations qu'on a réalisées au sein, quand j'étais Vous étiez 3, vous êtes passé à 140, c'est ça? Voilà, aujourd'hui même un peu plus, je pense, Ouais. parce que je lisais l'article sorti aujourd'hui sur les formats longs que Combini va produire avec Effervescence, donc c'est intéressant, et je crois qu'ils sont encore un peu plus nombreux. Mais effectivement, David et Lucie avaient une agence qui s'appelait Pékin, qui a fusionné pour donner la chose ensuite, et donc on a commencé à faire des formats longs, c'est-à-dire on s'est dit, mais c'est vrai que déjà à l'époque, on remarquait que le public de la télé était vieillissant, que les pubs télé coûtaient quand même très cher, et qu'on pouvait peut-être imaginer un mix différent qui consistait à garder donc la somme de la production qu'on donnait à l'agence Créa et de l'espace média, et que cette somme-là, si on la répartissait différemment pour créer un contenu Internet, destiné à Internet et acheter le trafic, promouvoir finalement la vidéo sur Internet, sur un site dédié à l'époque, parce qu'il n'y avait pas... tout ça est avant Facebook, en France en tout cas, avant les réseaux sociaux. Je crois que c'est le déclin de MySpace, le début de Facebook, quoi, c'est entre ces eaux-là. Donc on s'est mis à produire, moi j'ai en tête une super campagne qui s'appelle le Rentring, par exemple, pour le lancement d'une offre triple play, si je me souviens même, notre triple play plus téléphone. Ça nous a fait réfléchir, et David et Lucie ont imaginé de lancer ce média, puis ont proposé de les rejoindre. Donc effectivement, j'étais DGA pendant quelques années, jusqu'en 2014-2015, puis DG à partir de 2015. Voilà. Et au début, donc, c'était sur un projet en fait, d'agence de communication qui s'est transformé effectivement en projet de média, qui inclut évidemment un studio créatif. À l'époque, on n'utilisait ni l'idée était plutôt de se dire qu'on allait créer du vrai contenu financé par les marques. Ce que je veux dire par vrai contenu, c'est que la finalité d'un contenu publicitaire, en gros, une pub aujourd'hui, si on la sort d'un espace de pub, elle n'a plus aucun intérêt. À part pour quelques magazines et aficionados, mais sinon, une pub, c'est destiné à être passé dans un espace qu'on achète et dans laquelle l'attention est un peu contrainte. Nous, notre idée, c'était de faire quelque chose qui est à la fois vrai contenu, c'est-à-dire qui raconte une vraie histoire, mais qui soit financé par une marque, et finalement que les audiences vont choisir de regarder. C'est ça qui était révolutionnaire à l'époque. Donc, quand on a commencé à produire tous ces contenus, j'allais dire que oui, c'était assez nouveau, et c'est vrai qu'on a mis du temps à trouver le bon vocabulaire, parce que on était dans un modèle mixte, effectivement, qui avait à la fois des aspects qui mettaient en jeu des compétences publicitaires, mais aussi des compétences de création de contenu divertissant, en tout cas au début. Mais tu avais quand même aussi déjà l'idée d'investir dans les contenus. C'est-à-dire que bien sûr. C'est dans une logique d'agence, tu vas produire uniquement les contenus pour lesquels tu es rémunéré. Là, vous avez créé des formats qui étaient des formats propriétaires à Combini, qui n'étaient pas nécessairement, en tout cas, sponsorisés, ou alors tout était sponsorisé, tout était financé. On essayait de tout sponsoriser, mais c'est vrai qu'il y a toute cette phase qui est vraie dans tous les business où tu crées des produits un peu d'appel. Et donc, on a commencé à travailler sur des projets en attendant d'amorcer la pompe et en attendant de créer, parce qu'il fallait quand même expliquer tout ça en 2008. C'était quand même un sacré truc à expliquer au marché, quand même. Et c'est vrai que donc on a eu l'expérience de OVNI, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un média qui était aussi une agence, mais qui a eu des bons succès. Ils ont eu un super prix aux États-Unis, l'ONA, tu sais. Et mais donc à l'époque, en tout cas, c'était compliqué c'est-à-dire qu'on a probablement beaucoup gagné quand on a pu simplifier, que les gens ont compris qu'en fait ça s'appelait tout simplement un média avec des contenus financés, et que c'était juste sur Internet, et tout d'un coup
quand on a gommé le caractère révolutionnaire, le nouveau support, etc. Et tout le monde s'est dit, bah oui, en fait, bien sûr, un média sur Internet, il n'y a pas de problème, ça peut marcher. Et là, tout d'un coup, tout s'est beaucoup éclairé, y compris avec les agences médias, avec les annonceurs. J'avoue que les annonceurs ont quand même compris beaucoup plus vite que les agences médias, d'ailleurs. Bon. Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait le succès de Convini? Alors, encore une fois, j'allais dire, je suis pas mal à l'aise d'en parler, mais je laisse la parole. Donc, j'ai cité plutôt David et Lucie qui sont mais ça, vu de spectateurs, évidemment la pas de créativité. spectateurs, d'acteurs. C'est évidemment la créativité. Ouais. C'est ce qu'ils disent eux, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que c'est une culture de créativité absolument exceptionnelle. Donc, d'ailleurs, moi, ça m'a transformé, j'allais dire, ma vie, parce que ça m'a appris à travailler aussi avec des créatifs, c'est-à-dire faire émerger des idées, épouser les idées, pousser les idées, et donc tout ça, travailler des formats. On peut plus jamais travailler autrement après, c'est-à-dire que on s'ennuie beaucoup. Ça change vraiment la manière d'aborder sa vie professionnelle, c'est-à-dire que c'est tellement épanouissant et tellement génial comme énergie, ce truc de faire émerger des nouvelles idées, mais même jusque dans le business, c'est-à-dire des nouvelles idées, des nouvelles façons des nouveaux formats, mais aussi de nouvelles façons de vendre ces formats, de pitcher ce qu'on fait. Enfin, c'est peut être créatif dans les différents secteurs d'un métier, mais chez les pure players particulièrement, ça a été un moment pour moi, c'était fou, cette effervescence créative. Voilà. Ça, c'est très lié, à David et Lucie qui ont ça dans le sang. Enfin, c'est carrément. Et en 2020, tu quittes Convini parce que tu sens que le futur va être un peu moins sympa. Non, c'est 12-13 ans aux côtés de David et Lucie. Je garde des très bonnes relations avec eux. On se voit très régulièrement. Je pense que pour moi, il était temps de passer à autre chose, tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors, une dernière question sur Convini, c'est quelle est ton analyse? Pourquoi Convini est resté dans le paysage là où les autres, les Vice et compagnie, ont eu beaucoup plus de mal? Qu'est-ce qui a fait cette différence? Eh bien, la créativité de Convini fait que elle donne une capacité d'adaptation et un réalisme face au marché qui est exceptionnel. Ça se traduit par deux choses, à la fois par les formats mais par le business. Là, je disais donc l'article sur la création de formats longs, etc. Si je parle de mon expérience, c'est le passage sur Snapchat, c'est-à-dire la capacité à s'emparer en 2016, quand Snapchat se monte en France, la capacité à se faire une place dans Snap, c'est exceptionnel, parce que souvent, on voit popper des nouveaux médias à des moments clés. Par exemple une élection présidentielle, c'était le cas de Brut par exemple, si je me souviens bien, et à des moments de lancement de nouvelles plateformes ou des nouveaux espaces pour finalement développer son média. Convini a toujours réussi à s'emparer et à choisir de ces moments clés et de ces nouvelles plateformes, et à investir, et donc renouveler des publics, renouveler l'énergie, etc. Et dans le business, c'était la capacité à inventer un modèle de vente, c'est-à-dire que là où les concurrents venaient d'un peu partout, donc on a eu le droit à... je vais pas dire de mal, mais surtout ceux qui sont à terre, mais on a eu des business complètement ridicules. On a eu des gens qui étaient complètement effarants effarant, voilà. Nous, on était quand même des professionnels. On avait une carrière. David et Lucie dirigeaient des boîtes depuis longtemps. Moi, j'avais pas 18 ans ni 20 ans. On avait une vision des marchés. On a inventé un business model. On a inventé une façon de vendre tout ça. Et on a tenu les prix. C'est-à-dire qu'on a fait valoir au marché depuis toujours que du bon contenu, ça se paye. Ouais. Voilà. Et ça, c'est la clé, c'est-à-dire que tous ceux qui ont vendu à perte sont plus là. Ceux qui venaient d'autres milieux et qui avaient donc une vision beaucoup moins claire de business sont plus là.
Ceux qui ont vendu des espoirs faramineux aux États-Unis sont plus là non plus. Donc il fallait adopter une position quand même lucide, rationnelle face au marché et en même temps très ambitieuse dans sa créativité. Moi, je pense que ça définit bien Combini. Alors, on va parler de Move. Donc, toi, tu pars en 2020, tu deviens consultant, Oui, c'est ça. tu accompagnes plusieurs médias. Oui. Et on vient te voir, alors j'imagine fin 2021, Oui, c'est ça. C'est dans ces eaux-là. Ouais. pour te Après, proposer la fin de présidence ouais. de Move, Alors. et tu refuses. Alors, on ne propose pas tout de suite. C'est donc présent. Vincent Giret pour lui rendre toutes mes amitiés, encore une fois, que j'ai rencontré dans le cadre de mes fonctions chez Combini. À l'époque, il était directeur de France Info. Et il me fait venir à son comité de direction pour pitcher un peu ce qu'on fait, comment notre vision de la news, mais aussi de la marque, des marques médias, du branding, à quel point c'est important dans un univers digital, etc. Et il pense à moi à un moment donné où je pense mon prédécesseur chez Move, Bruno Laforesterie, a fait savoir que lui, il souhaiterait passer à autre chose. Le projet qu'il a monté en 2015, il y a eu quand même quelques succès, comme le hip-hop symphonique, une audience qui s'est construite dans le temps, etc. Voilà, il peut passer à autre chose. Donc moi, à ce moment-là, il y a quand même un enjeu plus général que Move sur les jeunes et la radio. Donc je pense qu'il y a une discussion qui doit être Vincent Giret, Dana Astier, Sybille Veil. Dana Astier étant à ce moment-là directrice des antennes. Donc on me demande un peu mon avis sur les jeunes et la radio, que je donne assez rapidement. Effectivement, on propose la direction de Move et j'avoue que je suis un peu effaré parce que je me dis, mais moi je viens pas de la musique et je viens pas de la radio. J'écoute pas Move à ce moment-là, j'écoute surtout pour faire un coming out FIP et France Culture. Voilà. Bon, j'ai changé de fabrique, évidemment. mais donc oui, je suis un peu stupéfait et je dis, je peux regarder ce que vous faites sur le digital, tout ça je sais faire, mais je me sens pas complètement d'endosser ça. Et puis en fait, en réalité, en faisant cette espèce d'audit sur les jeunes à la radio, je me dis que ne pas venir de la radio et ne pas venir de la musique, c'est peut-être un atout. Et c'est pour ça que je finis par accepter la proposition de Dana Astier. Alors justement, donc tu vas repenser la grille éditoriale avec tes équipes, donc la grille de programme. Il dit quoi d'abord cet audit ? Alors déjà, il dit quelque chose que les gens n'ont pas envie de voir, mais d'un autre côté, c'est assez classique dans les marchés. C'est que la radio est à la fois très puissante, c'est-à-dire que la pénétration de la radio sur l'ensemble des Français est très importante. C'est un média qui reste très puissant, mais il y a de moins en moins de nouveaux entrants. Ouais. Et c'est difficile c'est un classique, mais c'est difficile de regarder cette réalité en face. Encore aujourd'hui, il m'arrive au bord de Radio France, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Enfin, à peu près tout le monde le reconnaît, mais il y a effectivement un problème de séduction de ce média pour la jeunesse. Et c'est vrai qu'il suffit d'avoir des ados pour se rendre compte que c'est quelque chose qui a disparu un peu du prisme de leur choix médiatique. Je ne sais pas si c'est toi je crois que c'est toi qui disais l'objet radio, c'est un objet de musée pour c'est pas moi qui disais ça, mais c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Alors déjà, le poste de radio, on n'en trouve plus. D'accord. C'est pas un objet en soi qu'on achète encore. Ce transistor, il suffit d'aller dans un magasin, enfin à la Fnac ou boulanger, c'est difficile à trouver. Donc il y a quand même cette idée que c'est en train de disparaître des choix de la jeunesse. En gros, la question est où je passe mon temps quand j'ai envie de consommer de la musique ou de l'information ou du divertissement. Et il y a un recul. Alors, je modère mon propos parce que c'est pas... Il y a quand même des jeunes qui écoutent la radio. Ces jeunes, ils se ruent sur les marques installées, les marques les plus visibles. Et évidemment, sur France Inter, il y a, je crois, 1 million de gens qui ont moins de 30 ou 35 ans. Il y a quand même des gens qui continuent d'écouter la radio, mais il y a, j'allais dire, plus ils sont jeunes, moins il y a d'entrants. Au détail près, des très jeunes ou des
des enfants, puisqu'il y a un gros travail qui est fait sur le podcast, notamment chez Radio France, sur le podcast d'enfants. Et peut-être que cette habitude d'écouter du podcast comme les Odyssées donnera l'envie à ces enfants d'écouter à nouveau la radio. Mais en attendant, on est dans un creux de la vague sur une génération, je dirais, qui a entre 15 et 20 ans, quoi. Et alors, comment on passe de ce constat, donc l'audit, au projet de programmation, enfin, donc de nouvelles grilles, de nouvelles approches, peut-être de nouveaux positionnements. Comment vous avez travaillé? Et ensuite, on va parler du programme. Moi, j'ai pas un mode de fonctionnement très méthodique. J'essaie de faire poindre des intuitions. Donc, ça veut dire que je fais beaucoup de choses. J'écoute, je compare. Tu vas me demander ma routine éditoriale, mais elle est aussi assez bordélique. C'est-à-dire elle consiste à consommer aussi beaucoup de formats un peu comme ça vient, de formats digitaux, et de me comparer. En fait, ma conviction assez rapidement, c'est qu'en fait, on n'est pas compétitif, on n'est pas concurrentiel. C'est-à-dire que le problème n'est pas le problème de l'usage seulement, c'est aussi que de toute façon, ce qu'il y a au bout du tuyau n'est pas compétitif. Donc, il y a plusieurs problèmes. Pourquoi? Eh bien, je trouve qu'avec l'émergence des formats forts, il faudrait que je modère un peu mon propos après, parce que on voit émerger des formats plus authentiques. Il y a plus authentiques qui miment une certaine authenticité, soit qui soient vraiment authentiques, soit notamment avec TikTok, je parle, des choses qui ont l'air plus authentiques. Donc les formats très marketés sont un peu... marchent moins bien sur TikTok. Hein. Mais c'est vrai qu'on a... en gros, c'est le talk qui m'apparaît comme étant... parler de choses, juste parler de choses. Je résume un peu comme ça, les émissions qu'on me propose, les gens de radio me posaient des trucs, c'est on va parler de tel sujet. Mais en fait, ça suffit pas. Ça manque d'angle, ça manque de concept, ça manque de... Comment on peut pitcher ? Comment on peut pitcher cette émission, ce que vous me proposez ? Comment on va faire que dans la cour d'un lycée ou à l'université, des gens qui discutent, t'as entendu cette émission où les gens, et alors là, parlent d'un truc. Aucune chance. On peut pas... on doit être plus fort que les réseaux sociaux, c'est-à-dire que pour réussir à faire parler de nos programmes. Et si c'est juste de parler de choses, si en plus nos audiences les connaissent déjà, ou que ce contenu existe de façon plus pointue sur Internet, on n'a aucune chance d'émerger. Donc ça, c'est mon premier constat, c'est qu'on est trop fade d'une certaine manière. Je ne vais pas dire... c'est un peu trop fade pour espérer faire sauter le pas, parce qu'il ne nous suffit plus, et ça c'est un des gros problèmes de la radio, il ne nous suffit plus d'être la meilleure radio à un moment donné, puisque le geste classique, c'est celui de tourner le bouton, de tomber sur une autre station parce qu'un truc vous a fait chier sur la station que vous étiez en train d'écouter, donc on change un peu, soit parce qu'il y a une pub, soit parce qu'il y a une chanson que vous n'aimez pas, et donc on change, et par hasard on tombe sur une station, on se dit tiens, cette station-là, c'est pas mal, peut-être que je viens de venir, il se passe un truc et tout. Mais comme de toute façon, là on parle à des gens qui ne sont même pas dans cet environnement-là, il faut réussir à sortir, donc à provoquer du bouche à oreille, à émerger sur les réseaux pour faire savoir qu'on existe, et donc on doit avoir des choses qui se remarquent encore plus. Des formats. C'est la puissance du format en fait. C'est la puissance du format ou de l'incarnation, ou les deux, de préférence. Et alors, tu choisis d'aller vers la créativité. Oui. En fait, de célébrer, corrige-moi si je me trompe, célébrer en fait la liberté et la créativité des jeunes. Oui, après, j'allais dire, c'est mes convictions personnelles, mais c'est aussi une évidence, puisque Move est la dernière station complètement dédiée à la jeunesse au sein de l'audiovisuel public. Il n'y a pas des canaux ailleurs, mais Move, c'est vraiment une chaîne dédiée à la jeunesse. Donc, je pense que c'est sa vocation, de toute façon, de célébrer la jeunesse. Ça me paraît évident. Et puis après, il y a le fait que cette jeunesse, elle est fascinante par ses inventions, sa créativité, tous les formats. Et donc, je me dis que
il y a quelque chose qui s'est passé. C'est assez connu, Domingo, et il a fait de la radio. Il y a plusieurs talents qui ont fait de la radio. Si on s'était... L'animateur de Popcorn sur Twitch maintenant. il y a 10-15 ans, tous ces talents-là qui sont passés à un moment donné à la radio en stage ou un peu plus, travailleraient dans l'audiovisuel, travailleraient à la télé ou à la radio. Pourquoi ils sont sur Internet ? C'est parce qu'on leur a demandé de faire de la radio ou de la télé comme avant, plutôt que de les suivre, de les accompagner sur leurs nouvelles idées. Ils trouvent une liberté sur Internet qu'ils ont plus de mal à trouver à la radio et à la télé. Je pense pas que ce soit un problème de liberté, c'est un problème de risque. C'est-à-dire qu'on a oublié que la radio a aussi une origine dans la radio libre et pas seulement... on peut se donner plusieurs ancêtres, en gros. Et je trouve qu'il y a une proximité entre la radio libre et l'effervescence des radios libres et Internet qui est assez dingue. Et donc, je trouve qu'il faut retrouver cette énergie-là et leur proposer, parce que donc je disais, oui, c'est pas simplement une question de liberté, c'est aussi une capacité à changer son modèle pour nous, parce qu'en réalité le risque est faible, surtout pour Move. Quand on est très haut, c'est plus compliqué de changer, on le sait bien, et peut-être même ça ne vaut pas la peine, mais sur des radios sur Move qui visent la jeunesse, il n'y a aucune raison de ne pas remettre en jeu le modèle pour essayer d'écouter leurs idées et de travailler. D'ailleurs, on prend souvent comme exemple Move pour dire Move, j'entends ça tout le temps, ça m'agace. Les 25 ans de Move, ça a été plein de projets éditos différents, dans plein de directions différentes. Et donc, comme si c'était un signe que Move n'avait pas trouvé sa voie. Mais c'est surtout que les autres n'ont pas le choix. Ils n'ont pas ni les moyens, ni la position de marché, ni la liberté, ni la confiance des patrons pour s'adapter à des changements majeurs sociologiques d'une jeunesse qui évolue plus vite que jamais. C'est-à-dire qu'on voit bien que les générations, dans les usages, la consommation des médias, etc., ils changent très vite. Move a suivi parce qu'ils pouvaient le faire. Les autres ne pouvaient pas le faire. C'est l'agilité en fait d'une radio qui est plus en conquête que très hyper installée avec des très grosses audiences où là c'est un paquebot à piloter. Et du coup tu mises sur les créateurs de contenu. Je mise sur un caractère hybride qui consiste à mélanger des talents de radio et des talents d'internet, effectivement, et de parier sur le fait que à terme tout ça ce sera la même chose. Donc tu mets à l'antenne Loris qui à l'époque n'est pas aussi connu, qui commence déjà à se tailler les audiences. Il fait déjà des très très gros succès. Ouais. Mais oui, donc on lance le Bonnet Show, on fait venir effectivement il y a des têtes d'affiche et des gens moins connus, mais là plus récemment Anna Toumazov, exactement. Ben et Jub qui sont on lance une émission aujourd'hui ce soir même qui s'appelle Déco Reco et qui est produite par Ben et Jub Terter qui sont auteurs et comédiens pour Ben dans des émissions de Maxime Biaggi dans Zen. Donc mon idée c'est de mixer Zen sur Twitch, c'est Late Show sur Twitch, il y a un gros carton, énorme carton, voilà. Voilà. Oui. Et donc l'idée c'est de mixer et de faire revenir ces talents en leur disant écoutez, voilà, dans votre mix d'activités, parce qu'ils sont quand même très occupés, entre ceux qui streament, qui créent du contenu aussi balèze que Zen, ceux qui créent des vidéos comme le fait Squeezie, comme l'imposteur, ceux qui font du podcast vidéo, ceux qui font du micro-trottoir comme Loris. Il faut trouver le moment et l'investissement personnel pour faire ça. Mais moi je trouve qu'à une époque, surtout si on a un peu de bouteille en tant que créateur, on se rend compte que la rémunération des plateformes est quand même relativement aléatoire. Enfin, on n'est pas face à des partenaires extrêmement fiables. Là, je peux me mettre du point de vue du créateur qui commence à réfléchir d'une manière un peu distanciée par rapport à sa carrière. On a les plateformes qui peuvent changer d'avis. Il suffit de regarder le sort de Vine, par exemple. On a Anis, nous, par exemple, Anis Rally, qui est vraiment hyper talentueux, qui a été un Viner des autres.
voilà, il peut témoigner de l'évolution de voilà ce que c'est d'être très célèbre sur une plateforme qui, quelques années plus tard, n'existe plus du tout. Qui disparaît du jour au Voilà, lendemain du jour au quasiment. lendemain. Alors évidemment, à Nice, il a continué, lui, il a travaillé sur YouTube, etc. Il a fait plein d'autres choses, mais c'est vrai que ça fait relativiser. Donc il y a ça, le brand content qui, parfois, et notamment quand c'est encadré par les agences créa, peut être quand même une épreuve d'une souffrance finie, à la fois pour le créateur, pour l'annonceur et pour tout le monde. C'est vraiment extrêmement difficile. Et donc, je trouve qu'avoir son rond de serviette chez Move, avec des équipes, avec un soutien créatif aussi, pour faire autre chose, c'est-à-dire pour développer un nouveau projet ensemble, ça peut être assez génial. Je prends l'exemple de Loris, encore une fois. Loris, il arrive à un niveau de notoriété avec son costume, ses lunettes et son micro, qui fait qu'aujourd'hui, quand il tend un micro dans la rue, il y a une émeute. Donc, c'est très difficile. Très installé maintenant. Ouais, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que l'idée de le prolonger à la radio, c'était naturel. Je peux plus le faire dehors. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer? On va prolonger ça par une émission de libre antenne, etc. Donc, on essaye comme ça de trouver comment raconter autre chose, mais qui s'inscrit dans le projet. Jup Terre, dont je parlais tout à l'heure, cette année, donc c'est un créateur. Cette année, il essaye de faire des choses, de proposer aux gens qui le suivent sur les réseaux de réaliser des choses, c'est-à-dire qu'il vient de produire une chanson, et donc là, il a produit une chanson et maintenant, il produit une émission de radio. Et il va raconter à ses audiences, je sais pas ce qu'il va produire, ce qu'il va réaliser après, mais voilà, donc ça permet, c'est vraiment un deal qu'on a de raconter quelque chose en commun qui soit différent. Voilà. Alors peut-être un mot aussi sur le reste du programme. Déjà l'habillage sonore notamment. Alors, tu peux raconter peut-être comment il a été créé, parce que c'est assez original. Ça, pour le coup, ça illustre bien ce que tu disais sur la liberté d'une radio comme Move qui peut se permettre de tenter des choses, quoi. Exactement, oui, c'est vrai que en plus c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors, d'abord, quand même, je voudrais introduire ça en disant que tu me demandais tout à l'heure ce que j'avais, comment je travaille, comment j'avais imaginé ce changement. Et il y a une chose qui m'est apparue, c'est que si on veut un jour faire revenir des gens à la radio, il y a aussi peut-être des choses qui sont plus audibles. Je pense à l'animation de flux, par exemple, et je pensais à l'habillage. Il y a des choses qui sont nécessaires parce que c'est des repères. Le topage, etc. Mais il y a aussi des habitudes qu'on a qui sont issues des années 90 ou 2000, de forme de voix, qui je trouve qu'à l'ère d'Internet sonnent faux ou sonnent pas tout à fait, peuvent surprendre en tout cas des audiences qui redécouvriraient la radio. Donc j'essaye à la fois de... Ça peut être daté, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le paradoxe, c'est que c'est ce qui plaît beaucoup aux gens qui l'écoutent, mais à mon avis, qui peut sonner de façon très étrangère et peut-être pas très agréable à des gens qui la redécouvriraient. Donc mon boulot, il est, et probablement que c'est peut-être un peu vain, mais j'essaie de trouver une balance entre ce qui est nécessaire, donc les codes qui seraient nécessaires pour ne pas faire fuir ceux qui aiment la radio et puis qui sont nécessaires pour comprendre où on se trouve, etc. À quel moment on est, dans quelle émission, etc. Les tops, par exemple, les choses comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, c'est aussi un média de routine qui te time dans le temps. Tiens, tu sais que là, il est telle heure et donc il faut que tu enchaînes sur... Exactement. Quand tu écoutes voilà. Donc là, il y a beaucoup de discussions avec mes équipes parce que moi, j'ai toujours envie de tout enlever. Ils me disent, attends, là, tu vas... Donc, on discute et c'est hyper intéressant et très enrichissant, justement, d'essayer de trouver cet équilibre entre, moderniser pour offrir une expérience qui soit chouette et acceptable à des gens qui redécouvriraient la radio, tout en conservant les éléments qui ceux qui l'écoutent l'aiment comme elle est. C'est pas facile. Voilà. Donc, partant de là, je me dis, il faut inventer un nouveau son, un nouvel habillage. Et on fait ça avec donc la Zizi Kaka mixtape. Donc, Zizi Kaka, c'est Chrono Music, Renard, etc., qui sont une bande de créatifs, producteurs, de talents qui font des tas de choses sur Internet et notamment avec la production musicale.
aussi bien pour Squeezie que pour eux-mêmes et pour tout un tas d'artistes. Et donc, dans le cadre d'une émission qui est Bang Bang, au cours d'une discussion un peu promo, on leur propose, ils disent qu'ils savent tout faire, en gros, qu'ils peuvent produire n'importe quoi. Donc, l'animateur leur propose leur demande s'ils seraient capables de produire un habillage de radio. Et donc, ils m'appellent. Eux disent oui. L'animateur me fait appeler. Il me dit, il propose de faire l'habillage, il saurait le faire, est-ce qu'on se lance? Et donc, quelques jours après, ils ont produit l'habillage en live, diffusé sur leur chaîne Twitch. En live, hein. Ouais, diffusé en même temps sur leur chaîne Twitch à eux, diffusé à la radio dans Move, avec une interaction qui a amené à quelques scènes assez marrantes, une interaction avec les auditeurs et le chat de Twitch pour proposer un topage, voilà, avec un truc en hyper pop, mais dont ils ont sorti des jingles, un jingle beauf, un jingle métal, un jingle. Donc on a bien rigolé. Alors, on se sert pas de toutes les versions. Voilà. Ah, Beauf, non. C'est pas mal. Mais oui, donc ça nous a permis comme ça de développer. Et là aussi, ça a créé une interaction, puisque entre donc leurs intuitions, ils ont produit des bases que nous on a déclinées en interne, etc. Enfin, ça crée aussi une émulation qui est assez géniale entre cette sphère Internet très libre, très créative, nous, et ça a fait du bien. Voilà. Peut-être une dernière question sur l'idée. Après, on va passer à l'exécution, mais le verre. Alors, ce verre, il vient d'où? Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi. On l'a rendu un peu plus pop et un peu plus flashy, je crois, il y a quelques temps. Mais j'en ai hérité. J'ai appris à l'aimer. Puisque mais il est peut-être alors plus revendiqué sur les réseaux sociaux ou je trouve que dans l'habillage, je trouve que ça caractérise beaucoup en fait effectivement toutes ces vidéos qu'on voit passer, parce que c'est comme ça hein, que moi j'ai eu envie de t'appeler et d'avoir cette discussion avec toi. C'est effectivement, j'ai bien vu, on a vu monter en puissance effectivement des échanges assez modernes, assez je sais pas comment on peut dire, il y a du rythme, il se passe des trucs dans ces vidéos courtes qui passent effectivement sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et avec cet habillage très travaillé, plus... On a beaucoup travaillé sur la charte, effectivement, on a beaucoup travaillé. Après, en réalité, là aussi, c'est quelque chose que j'ai appris de Combini, c'est la résilience face à ce qui marche. En fait, il n'y a aucune raison de se crisper, c'est-à-dire que nous, on fonctionne, en gros, ça change tout le temps. Donc on a posé des bases quand même, mais c'est vrai que assez rapidement on s'empare quand on voit évoluer l'habillage ou même l'absence d'habillage sur TikTok, on s'adapte, c'est-à-dire qu'on réfléchit à avoir une position qui est toujours up-to-date et de chaque plateforme. Donc on a retravaillé la charte, non pas en se regardant le nombril, mais en regardant les gens à qui on parle et en regardant les plateformes où on parle. Ouais. Et je pense que ça, c'est une grosse leçon. Voilà, il faut composer avec ce qui est acceptable et ce qui est compétitif pour nos audiences. Alors, parlons justement de l'exécution, parce que là, on rentre un peu dans l'exécution. Comment tu fonctionnes? Quelles sont les équipes, en fait, aujourd'hui? Si tu peux me résumer un petit peu à grands traits. Alors déjà, il y a ceux qui sont à l'antenne. Donc les producteurs, les animateurs... qui sont à l'antenne. Tu as combien de personnes Une trentaine à peu près. Ouais, une trentaine de personnes environ. Le back-office éditorial, c'est-à-dire le rédacteur en chef, qui n'aimerait pas du tout que je dise des choses comme ça d'ailleurs, donc le back-office, donc le rédacteur en chef et le back-office éditorial. Dans ceux qui préparent les émissions, qui font les notes, qui préparent les interviews, qui font les fiches, qui accueille les invités, etc. Tout ça, c'est très important pour la fluidité de l'ensemble de la chaîne. Et ensuite, il y a la structure. Donc, je disais tout à l'heure, hors micro, je te disais que la culture de Radio France, c'est vraiment la production. C'est la fabrication. Donc, les salariés de Move sont ceux qui font tourner, entre guillemets, la chaîne. Direction d'antenne, direction de programme, de façon plus surprenante le digital, parce que je reviendrai là-dessus, mais on peut se poser des questions sur
Est-ce que c'est plus près des émissions ou est-ce que c'est plus près d'une fonction support? C'est une question intéressante et qui doit être tranchée, je pense, par chaque média. Et puis, une direction digitale, mais que j'ai rapproché, moi, de la direction d'antenne. Il y a moins d'étanchéité, j'allais dire, entre tout ça. C'est globalement on produit pour la radio et pour le digital. Hein. C'est ça. Oui, alors on est passé d'un modèle qui marchait très bien sous mon prédécesseur, qui était une époque, puisque donc je disais son projet c'est 2015. Donc Move a eu un essor qui était typique des formats des formats vidéo type Facebook. Voilà, c'est vraiment l'essor. 2015, c'est vraiment l'essor de Facebook. 2014-2015, à peu près pareil pour tout le monde. Donc la stratégie qui va avec. À l'époque, Facebook est un driver de trafic très important vers les médias. Ça ne va pas durer finalement très longtemps, mais jusqu'en 2020, je dirais. Donc une stratégie d'articles, de vidéos, de reposts, de curation de contenu, ce que font tous les pure players, qui vit à côté de la radio. Mais c'est un peu le cas de toutes les radios de Radio France, même si Move est assez en avance sur le sujet. On n'en est plus là aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prouver, et on a quand même quelques cartes à jouer, que la radio est un média compétitif sur le digital. En gros, moi, dans ma tête, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'étanchéité entre la radio et le digital. Il n'y a qu'à voir tous les podcasts filmés, ce qu'on appelle, c'est le nouvel onglet, qui a quelques mois ou presque un an maintenant de YouTube podcast vidéo. Ce vocabulaire, cette sémantique de podcast vidéo qui m'a beaucoup amusé, dit quand même quelque chose. Donc je pense à tout. Cette image maintenant qu'on voit, donc ou affalée sur le canapé, si vous voyez à qui je pense, ou assis derrière on a un canapé, voilà. Nous aussi, voilà, on le fait pas, donc on devrait. Mais on pourrait bien m'allonger là-dessus. Je vois très bien podcast filmé, je vois de quoi tu parles. Voir de faux podcasts filmés, puisque on parle beaucoup de ces gens qui qui font des fausses interviews pour exister. Absolument. On avait fait des papiers, nous, à Story Jungle là-dessus, ça m'avait beaucoup fait rire. C'est un phénomène qui est ancien, qui a bien 3-4 ans maintenant, mais et maintenant ça a pris une ampleur incroyable, effectivement. Mais donc cette image, dans cette image-là, nous on est très compétitifs, parce que finalement c'est notre image. C'est notre image. Et c'est vrai que c'est assez amusant d'ailleurs, parce que nous on a les premières ébauches de Twitch, je parle à Radio France et dans les radios, c'est de faire pas cheap, mais très digital. Alors que dès que la sphère des créateurs réussit, il n'y a qu'à voir je parlais de Popcorn tout à l'heure, regardez le plateau de Popcorn, en fait, on fait des plateaux télé ou des plateaux radio. Donc aujourd'hui, voilà, les choses sont, ça y est, on s'est rejoints, et l'image est générale, on est C'est JDD, le JDG, pardon, qui est joueur du Grenier, qui avait cette vision, qui avait fait pas mal de débats, je crois il y a un an à peu près, qui avait dit ça, qui dit, mais en fait, on fait du Twitch, on invente des choses, mais non. En fait, dès qu'on commence à produire un peu, on fait de la télé. fait de la télé. Parce que on met plein de caméras, on met des gens autour d'une table ou des gens. Enfin, bon, bref, c'est de la production. Alors, télé. on fait de la télé, je dirais plutôt qu'ils font de la radio ils font de la radio filmée parce que c'est quand même beaucoup moins produit que la télé. Ouais. Et d'ailleurs, à la télé, il y a une certaine inauthenticité, je veux dire, qui est recherchée. C'est pas une critique de ma part, mais il y a un côté surproduit pour les réseaux. Donc là, on a plus de liberté, sans doute une carte à jouer supérieure, parce qu'on a à la fois on a les studios, effectivement le cadre, mais dans la manière de travailler, dans le flux et le caractère peut-être plus authentique, je pense que la sphère des YouTube est plus proche de nous, j'allais dire idéologiquement que de la télé. En tout cas de ce côté un peu production de flux au sens radio, plus que c'est grosse prod, en gros, de la télé. Je reviens sur l'organisation. Sur la conception des programmes, désormais, tu t'appuies aussi sur un ou des créatifs. Oui. C'est ça, hein. C'est ton apport avec ta culture, là pour le coup, Combini. Ouais. En fait, il y a probablement un petit malentendu en tout cas chez Radio France.
c'est des discussions que j'ai pu avoir avec mes collègues et journalistes, auteurs, créatifs, c'est-à-dire quelqu'un dont le boulot est d'avoir des idées. Tout ça se mélange un peu. Et en réalité, donc, moi, j'ai apporté cette idée que il y a des gens dans le métier, c'est en fait, de répondre à des problèmes. Encore faut-il être capable d'identifier un problème, mais si mon problème, c'est de faire exister la radio sur les réseaux sociaux auprès de telle cible et avec telle valeur ou telle ligne éditoriale, en fait, il y a des gens dont c'est le métier de savoir y répondre. C'est aussi leur métier de tordre certaines émissions. Un producteur qui peut avoir des émissions qui vont parler de sujets qu'ils maîtrisent, qui ont la capacité de recevoir les bons invités, etc. Mais peut-être que pour le faire exister sur les réseaux, on peut tordre un peu le nom, la manière dont c'est marketé, le regard que les gens vont porter sur notre format, comment c'est droppé, comment c'est distribué, etc., etc. Et ça, c'est un métier en soi. Et donc, oui, moi, je me suis entouré... et ils sont pas nombreux, hein, mais donc je pense à Enzo notamment, avec qui je travaille. Et voilà, l'idée, c'est d'être un peu poil à gratter ou de travailler avec les producteurs, travailler avec les équipes digitales, travailler avec un peu tout le monde et travailler beaucoup avec moi pour, d'une bonne idée éditoriale, faire un bon format. Ouais, c'est la puissance du format, Ouais. le travail sur les formats. Quel qu'il soit, parce qu'effectivement, le format, ça peut être aussi une incarnation qui lance son émission d'une certaine manière. Ça peut être, c'est pas forcément un nom et c'est pas forcément très original, mais il doit y avoir quelque chose qu'on peut pitcher. C'est le plus important. C'est facile de travailler avec les créateurs de contenu, les influenceurs, les gens qui ont déjà une communauté. Moi, j'aime pas tellement le terme d'influenceur en l'occurrence, c'est vraiment des créateurs de contenu. Alors, tu as raison. Déjà, la première chose, c'est une distinction très importante que tu fais parce que s'ils sont influenceurs de quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont d'abord créé du contenu. Et si on les respecte, déjà, c'est en les appelant créateurs, puisque d'ailleurs, qui vendent, qui fassent du contenu qui m'intéresse ou pas et qui vendent de la merde ou qui vendent des choses intelligentes, malgré tout, ils mobilisent des compétences hyper fines, j'allais dire, impressionnantes pour créer du contenu qui influence une communauté. Donc, c'est ça le principal. Move choisit c'est les créateurs avec qui il travaille, ça va revenir. Voilà, mais effectivement, est-ce que c'est facile ? C'est enthousiasmant. C'est pas facile de travailler avec des producteurs d'une manière générale, qu'ils soient de la sphère des créateurs ou de la sphère de la télé, de l'audiovisuel, de la production de cinéma, etc. Je pense que des gens qui portent des projets et qui s'exposent d'une manière générale ont des visions qui défendent. Moi, ça me porte, c'est génial. Donc, j'allais dire que non, c'est pas facile par certains aspects, mais c'est ça qui est génial. C'est de trouver... Parce que je sais, de la même manière que les gens aujourd'hui, les artistes, les gens qui font des films, préfèrent aller faire un format avec Squeezie parce qu'ils savent qu'ils ont un intérêt en commun qui est que la vidéo qui va sortir va être la meilleure possible pour tout le monde. Cette énergie-là de création, elle est géniale. Moi, j'ai envie que les gens avec qui, que j'ai identifié, avec qui j'ai envie de travailler et qui acceptent de rentrer dans une discussion, cette discussion, elle doit être mouvementée, elle doit être, on doit pousser dans tous les sens. Comme dirait mon comparse Arthur King, qui était le directeur de création de Comuni, c'est le torture test de l'idée. Il faut absolument la secouer dans tous les sens. Et donc ça, c'est une expérience qui est géniale. Voilà. Et donc oui, après, il y a pour parler, parce que je suis sûr que c'est ça que tu veux que je dise, la rencontre d'une structure comme Radio France, même si au sein de cette structure, Move est un peu plus souple et de la sphère YouTube, etc. C'est deux univers. C'est un sacré truc explosif, mais c'est marrant, c'est génial, au contraire. Et moi, ça, j'avoue que j'adore être au milieu.
Et alors en 2024, alors il y a qu'est-ce qui se prépare dans les fourneaux? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Alors, il n'y a pas de révolution. Pas de révolution? Non, d'ailleurs, c'est un peu, j'allais dire que c'est presque ce qu'il y a de plus frustrant pour moi, puisque c'est vrai que la radio est un média d'habitude et que il faut être patient. Il faut être, mes collègues me disent tous les jours, il faut tant de mois, d'années pour qu'une émission s'installe. Donc là, le conseil que m'a donné Laurence Bloch et que j'ai suivi, c'est limite-toi, tes vrais problèmes, ils sont déjà, ils demandent déjà suffisamment d'investissement pour être réglés. Donc aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir une grille qui est très originale puisqu'elle est constituée de 3 blocs. Il y a un bloc le matin, matinal et réseau, qui se termine donc en gros 6h, 9h30. De 9h30 à midi, c'est juste de la playlist, une expérience proche de ce qu'on peut écouter si on choisit de lancer une playlist sur une plateforme, par exemple, à la différence près que là, la recommandation est humaine et qu'elle est réelle. T'as pas l'animateur qui dit voilà, qui fait des ponts, etc. Enfin, en revanche, il y a de l'habillage. Ouais. De midi à 14h, c'est on rééditorialise des contenus de la chaîne. Tout simplement pour donner à entendre ce qui se passe à d'autres moments, puisqu'on sait que c'est un média d'habitude, et donc celui qui écoute à midi, il écoute peut-être pas le soir. Ça devrait lui donner l'envie de d'écouter d'autres plages, d'autres tranches horaires, mais aussi peut-être d'aller regarder nos replays sur YouTube ou d'aller découvrir nos contenus sur l'appli Radio France. Ensuite, à nouveau à 14h, de 14h à 16h, ça va être à nouveau de la playlist, puis Bang Bang, émission qui célèbre la création musicale, là pour le coup, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est une espèce de bordel organisé que je trouve assez dingue, parce que Muxa, Olivia et Barreau jouent avec, produisent quasiment en direct, c'est-à-dire qu'ils font des feats de règles, ils sont capables de recevoir des artistes, de leur faire des blagues au sens des jeux, des parler d'actu, enfin vraiment, tout est un. Il y a vraiment quelque chose d'assez dingue dans ce drive. Et puis on a créé quelque chose de très particulier, et donc je mesure après les difficultés, c'est qu'on a une hebdo différente tous les soirs. Ce qui ne permet pas du coup à Médiamétrie, enfin ce qui ne me permet pas de lire dans Médiamétrie les émissions qui fonctionnent ou pas, puisque Médiamétrie mesure des tranches et non pas des jours. Enfin, en tout cas pour nous, mais donc je sais que le soir, ça marche plutôt pas mal, mais je ne sais pas quel jour, s'il y a un jour qui marche mieux que les autres. Donc, c'est le collectif. Voilà, donc c'est collectif, et considérer que tout marche bien, puisque ça semble marcher sur la courbe, on va considérer que tout marche bien, et cette année, on conserve globalement les émissions qui étaient prévues. Donc voilà, mais c'est plutôt la restructuration de la matinale qui m'importe, puisque la matinale porte la chaîne, et c'est très difficile d'inventer ce nouveau projet de matinale, surtout sur une chaîne qui est hybride, au sens où le constat que j'ai fait, c'est que la musicale, donc les gens, la motivation pour écouter de la radio reste quand même la musique, globalement, mais que la musique ne me permet pas de produire du contenu qui soit très concurrentiel sur Internet. Soit parce que l'écoute musicale s'est déportée sur des plateformes, soit que les interviews se sont cristallisées sur quelques têtes d'affiche, c'est-à-dire qu'en gros, les artistes choisissent d'aller en promo d'abord ailleurs que chez nous, ou que des micro-médias rap qui sont plus si micro ont émergé notamment pendant le confinement, ont explosé, et donc on est un peu pris en sandwich. Et donc moi j'ai choisi d'avoir une radio avec une forte prescription musicale, donc très axée nouveautés, création, etc. Et 65% des morceaux qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas sur les autres radios. C'est ça, exactement. Ouais. Et on essaye de forcer la dose avec une grosse sélection, vraiment quelque chose on se prend vraiment la tête sur la sélection qu'on propose à nos auditeurs, parce que pour moi c'est le seul. On a fait un peu le même constat sur les émissions par rapport à la sphère Internet, c'est-à-dire que dans un univers où on trouve beaucoup de niches, c'est-à-dire qu'on peut trouver du contenu de recommandation un peu partout, l'erreur serait de faire du généraliste. L'exemple typique qu'on a eu, qui m'avait fait émerger, qui m'avait fait comprendre tout ça, c'est que
on a une super émission sur le manga et l'anime qui s'appelle Yata, mercredi soir. Et cette émission, donc elle était sur Twitch, on l'a mise à la radio, on l'a mise sur la FM, et assez spontanément, ils se sont mis à généraliser. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est à faire de la radio. Et ça arrive très souvent, c'est-à-dire à expliquer One Piece à l'audience. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut pas du tout... il faut au contraire aller chercher les trucs les plus niches et les plus pointus. Et donc, ce que j'ai appelé à ce moment-là, dans les éléments de langage que j'avais à ce moment-là, de faire une radio multistream, c'est-à-dire au lieu de faire une radio généraliste, faire une radio qui a plein de contenus très niches. Donc, il faut bien choisir ses aller contenus, chercher les communautés. mais d'aller faire des trucs très niches qu'on ait envie de... qui soient vraiment concurrentiels et qu'on puisse avoir apprendre quelque chose de nouveau qu'on va pouvoir avoir envie de raconter. Alors justement, allons voir, passons aux chiffres clés. Aujourd'hui, comment se porte Move déjà en termes d'audience? Je vais être hyper transparent avec toi. Ma première crainte, en changeant beaucoup, c'est que tout se casse la gueule. Ouais. Tout le monde m'a dit, tu vas voir, c'est un média d'habitude. C'est un média d'habitude. Les mécontents, ils sont très vite mécontents, mais les nouveaux, ils sont pas encore au courant que ça existe. Ça, c'est pas trop casser la gueule. Donc, on s'est maintenu dans un étiage autour de 0,7% d'AC, c'est-à-dire qu'environ, il y a Move, c'est à peu près 400 000 auditeurs. Si l'effet qu'on voit sur les réseaux sociaux est aussi se vérifie en radio, ce que je ne peux pas savoir aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux un renouvellement très fort de notre audience, c'est-à-dire qu'on voit des abonnements, mais des nouveaux abonnements qui sont supérieurs, des nouveaux followers qui sont légèrement supérieurs aux désabonnements de gens qui peut-être se retrouvent plus tout à fait dans la ligne. Peut-être que le même effet existe en radio, sachant qu'il est ça s'est légèrement effrité, mais ça s'est quand même relativement maintenu. On voit aussi sur les réseaux sociaux une féminisation forte des gens qui nous écoutent. Pour l'instant, on ne le voit pas tout à fait en radio, mais grosso modo, ça se maintient et je suis plutôt heureux de ne pas me prendre une grosse casserole, donc tout en renouvelant. Alors ça, c'est côté radio, mais par contre, sur le digital, sur Internet, dans les réseaux sociaux, alors en termes de vues, une très forte progression des vues. Quand je suis arrivé, c'était environ 60 millions de vues par an. Aujourd'hui, on est sur un étiage à la fin de l'année autour de 400 millions. 400 millions sur une année pleine de vues. Voilà. J'espère peut-être... Alors, il y a le problème de mois d'été, où nous, on est un peu moins compétitifs. Move n'a pas la surface pour proposer une grille qui soit hyper complète toute l'année. Si on n'a pas... Comme j'ai fait le choix d'une radio hybride, c'est-à-dire qu'on fait le pari que c'est la radio filmée qui va fonctionner sur les réseaux, j'ai besoin d'émissions avec des choses à extraire pour exister sur les réseaux sociaux. Il se trouve que les mois d'été, les émissions sont un peu plus de divertissement ou d'humeur, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué d'avoir des séquences à faire vivre. Donc, on a des moments un peu moins forts dans l'année. Mais grosso modo, je pense qu'on sera quand même on est comme sur une très bonne trajectoire. 50% de ces vues, c'est TikTok. Ça aussi, c'est une super réussite. Mais je te dirais un peu la même chose que le débat de tout à l'heure sur la permanence et les partenaires de confiance. Je suis fort sur TikTok, mais je ne me résous pas à garder juste TikTok comme principal pourvoyeur de résultats. Et je continuerai Là, par exemple, on retravaille sur Snapchat, on continue évidemment de développer nos chaînes YouTube, on en a 2. Voilà, je dirais pas qu'on fait feu de tout bois, mais on essaye, on continue à investir, mesurer, débriefer. Et le succès aujourd'hui, tu vas le mesurer sur les vues, sur l'audience globale agglomérée, ou est-ce que quand même ce qu'on te demande, c'est de faire venir des auditeurs en fait sur le média radio? Alors, j'allais dire on ne demande rien, c'est pas tout à fait juste, on me demande surtout d'expérimenter.
Sybille et Veille, et donc, qui est ma patronne, les discussions qu'on a, et avec la direction des antennes et de la stratégie éditoriale qui est pilotée par Laurence Bloch, on a des discussions sur l'expérimentation. Donc le rôle de Move aujourd'hui au sein de Radio France, au-delà de ses missions éditoriales, donc évidemment, bien sûr, la prescription qui est au cœur de Radio France, la prescription et l'actu, c'est d'expérimenter. Je me suis donné pour mission, avec l'aval du board, sans doute de retricoter un lien entre Génération Internet, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, les talents et les auditeurs, avec la radio. On observe, notamment avec Laurent Frisch, qui est le patron de la direction numérique et d'innovation, on observe les mouvements entre radio, replay, vidéo, notamment sur YouTube, lien avec la plateforme, donc Radio France, site et appli. Évidemment, aujourd'hui, nous, on constate, enfin, je me dis cash parce que je pense que tout le monde a essayé, personne n'a réussi, les transferts d'audience d'Internet, surtout s'il y a un saut de médias, c'est-à-dire d'Internet vers la télé ou vers la radio, fonctionne pas. Ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça fait des... pour ça que non, mais on le sait depuis... je veux dire, j'avais déjà essayé, y compris dans ma vie précédente, où je l'avais observé avec un demi-sourire dans certaines occasions. Mais c'est pas parce que ça marche pas encore qu'il faut s'y résoudre. Pour moi, il y a vraiment quelque chose là aussi de long terme, ou de moyen terme en tout cas, à observer sur des mouvements de fond. Moi aujourd'hui, toutes mes émissions sont en podcast vidéo. Je fais la moitié, le replay donc de mes émissions uniquement audio sur la plateforme. C'est à peu près le même volume que je fais en replay vidéo sur YouTube. Qui montre quand même des choses, donc en gros entre 300 400 000 écoutes mensuelles. Il y a quand même des mouvements qui se dessinent. Une fois qu'on a le replay vidéo, si on ferme les yeux, c'est l'émission, c'est le podcast. Donc je pense qu'il y a des choses à repenser. Il y a quand même des mouvements à observer, peut-être à continuer de proposer, de marketer notre plateforme et notre appli, qui offre quand même un environnement, un choix exceptionnel, l'appli Radio France, dans lequel sont présents les contenus des chaînes. Il y a quand même des passerelles, y compris éditoriales, entre certaines... il y a des proximités qui se créent. Aujourd'hui, par exemple, France Inter, quand même, reçoit beaucoup de rappeurs. Mathilde Serrel, par exemple... certains sont mis en playlist par Jocelyn Perrotin. On voit bien qu'il y a des proximités qui se créent, donc ça veut dire que ces proximités, elles se retrouvent sur la plateforme, puisque quand vous avez l'expérience que vous allez avoir en écoutant un contenu de Move, vous allez pouvoir avoir un contenu très proche. Voilà, il y a des choses à continuer d'expérimenter, des liens à tirer vers les réseaux sociaux, vers la plateforme. Mais juste pour finir, moi je ne me contente pas de cet objectif, c'est-à-dire que j'y travaille en un peu comme tâche de fond, mais j'essaye de me poser la question de savoir si chaque contenu que je poste a un intérêt en soi. Donc je veux qu'il serve à quelque chose, ce qui peut être juste du divertissement, mais qui doit raconter quelque chose en lui-même et qui ne doit pas avoir comme seule finalité de créer de la notoriété pour un jour peut-être espérer... que après qu'on ait créé un lien avec YouTube et les podcasts vidéo, alors on reviendra à la radio. Aujourd'hui, voilà, j'y pense en tâche de fond. J'essaie de poser des jalons, mais j'essaie de faire le boulot qui consiste à faire exister Move et surtout à faire mon travail éditorial. C'est-à-dire que même au-delà de Move, avoir du contenu qui a de l'intérêt en soi dans sa prescription ou dans son caractère informatif. Quelle est, alors on va passer, Mathieu, quelle est ta routine éditoriale? C'est la dernière partie. Ma routine éditoriale, c'est de discuter avec les équipes créatives et les producteurs de Move, puisque je veux dire les producteurs d'émissions de radio, une fois qu'on a ouvert les vannes, se sont pas privés de proposer eux aussi, se sont pas privés de proposer des profils, de proposer des contenus, etc.
dès qu'on a enlevé cette étanchéité entre radio et digital, aujourd'hui, on baigne tous dans les réseaux sociaux, la plupart d'entre nous. C'est-à-dire que la consommation de TikTok, de plateformes, de plateformes vidéo, de Twitch, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de s'envoyer et de se proposer des... c'est le fameux « t'as vu ça, t'as vu tel créateur, ça c'est intéressant ». T'es à l'affût, tu regardes beaucoup les créateurs sur Internet, et on t'en conseille. Exactement, et on les reçoit, on discute avec beaucoup de monde. Et puis, il y a un fil qu'on a tiré, c'est-à-dire que Luciole nous a beaucoup aidé. Quand Luciole, c'est l'ancienne DA de Squeezie, hein, qui a fait 2 saisons chez nous d'une émission qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on va devenir ?» et qui nous a connectés, qui a beaucoup parlé de ce qu'elle avait fait chez nous, qui a une certaine influence, on va dire. Et voilà, plus mon track record personnel, Loris, etc. Ça a créé un environnement, j'allais dire, qui a regardé de façon un peu positive ce qu'on faisait. Et ça a activé une certaine pompe. Donc ma routine éditoriale, c'est de moi de regarder le plus souvent possible, avec un œil, j'allais dire, professionnel, ce qui se fait sur les réseaux, d'en discuter avec mes équipes, de sélectionner les gens qu'on a envie de voir, tout simplement, et puis d'avoir des discussions un peu gratuites. Parce que c'est ça aussi, c'est de rester ouvert, d'essayer de ne pas avoir immédiatement un objectif très concret tout de suite, mais de nouer des conversations qu'il faut donner le temps de mûrir, parce qu'il y a des gens, notamment, je pense à des jeunes TikTokeuses qu'on a rencontrées il n'y a pas très longtemps, qui... on est très très loin d'elle. Et donc il y a tout un travail à faire, de se rapprocher, de discuter. Un travail de connexion, en fait. De connexion et d'intérêt réciproque, etc. Donc c'est ça ma routine éditoriale. Voilà. J'allais dire, souvent on me demande, parce que j'ai 49 ans aujourd'hui, donc on me dit, est-ce que je ne suis pas un peu vieux pour être le patron d'une chaîne de jeunes ? Carrément. Je suis carrément trop vieux, mais je me sens un peu comme Mariti et Gilbert Carpentier, c'est-à-dire qu'on leur dit, on se demande pas si eux, ça les amusait de passer les yéyés dans leurs émissions. En fait, la réalité, c'est qu'il y a mon goût à moi personnel, et qui peut aller dans d'autres directions à certains moments, mais puis il y a un intérêt sincère pour la créativité des jeunes, et j'ai envie de les voir, de leur donner une opportunité de développer un projet éditorial, etc. Et c'est en gros, j'essaie de dissocier les deux. J'ai ma consommation et puis l'œil amusé des fois et souvent séduit sur ces contenus-là. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'en tout cas, il y a une créativité, effectivement, chez donc, toute la génération, on va dire, TikTok. Ce que je trouvais assez frappant, j'imagine que c'est aussi un petit peu ce que tu dis, pour nous, en tout cas communicants, c'est la qualité du storytelling, la capacité à raconter des histoires. Et ça, je pense, c'est vraiment générationnel, c'est-à-dire que tu ne trouves pas ça, ne serait-ce que voir comment sont constitués, les vlogs, les choses comme ça, les façons dont tu rentres dans une histoire qui ne te concerne pas du tout, mais c'est... Alors, tout le monde n'a pas ça, mais beaucoup ont ça quand même. Je vais ajouter 2 choses. Je suis carrément d'accord avec toi. Il y a le storytelling et la capacité à produire directement. Parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que... Avec un vrai montage, très cash, il y a la simplification des outils, c'est la prise de pouvoir de l'édito. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui avait l'idée, aujourd'hui, il le fait lui-même parce que c'est devenu très simple, de plus en plus simple, de prendre la main directement sur le montage son, la réalisation, etc. Puis en plus, ils n'ont pas peur de se planter, donc ils vont essayer, ils vont passer du temps avec leur téléphone, etc. Donc ça c'est aussi un phénomène très marquant. Ça veut dire qu'entre le temps où l'idée et le moment où le format sort, ça c'est quand même sévèrement raccourci. Ils ont envie de faire, ils n'ont pas envie d'imaginer des trucs. Sur le storytelling, ce qui est génial, c'est que ça va tout à fait dans le sens du rapprochement des univers, j'allais dire, de notre culture de médias. Pourquoi ? Parce que dans le cas extrême, donc les meilleurs d'entre eux, parce que
faut pas oublier qu'on voit ceux dont on parle depuis tout à l'heure, Maxime Biaggi, Domingo, Squeezie, etc. C'est quand même la crème de la crème. Il y a c'est quand même clair. tout un ensemble de gens qui produisent des contenus que personne ne voit, mais qui continuent. Et il y a aussi un aspect assez génial dans cette détermination qu'il y a à vouloir produire ou à parler. C'est Maxime qui me disait ça une fois. Il faut accepter avant que ça marche. Des fois, tu passes quand même des années à parler à personne, puisque tu streams auprès de zéro public, tout en continuant à parler à des gens imaginaires. Donc c'est quand même pour une détermination quand même assez dingue. 95% des streams qui sont devant 5 personnes. C'est ça, 5% ouais, exactement. Et donc ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que sur le storytelling, parfois, il y a plus de storytelling que de ton. Moi, dans les jeunes que je reçois, et ça, je trouve ça assez rigolo, ils ont souvent plus une idée de comment on va vendre l'émission dont on ne sait pas ce qu'elle sera, que de projet d'émission elle-même. Donc, il y a ce truc un peu. Donc, là où je veux en venir, c'est que quand nos métiers de l'éditorial, que ce soit les journalistes, que ce soit les auteurs, que ce soit les producteurs qui ont des idées, des projets, etc., qui ont du fond et de la densité, et qu'on les marie avec cette génération qui a un sens du storytelling hors pair, bah c'est miraculeux. Alors je veux pas dire, juste précise que tous les créateurs n'ont que du storytelling, parce que je pense que effectivement les meilleurs d'entre eux ils ont les deux. Mais je trouve que ces deux cultures matchent bien ensemble. Oui, alors moi je disais storytelling dans le sens raconter une histoire aussi, tout simplement. C'est cette capacité à capter l'attention des gens dans l'histoire qu'on raconte. Parce que c'est pas c'est pas forcément comment je dirais c'est positif. Je suis d'accord, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont un sens du récit d'une manière générale qui peut Sens du récit. Qui peut nous aider et qui matche bien et qui donne des discussions fructueuses quand on y associe notre culture éditoriale. Alors Mathieu, on écoute Move et donc on découvre effectivement les émissions. C'est là où on te suit. On te suit aussi sur LinkedIn. Alors donc, oui, moi je suis très actif. Non, moi je suis très discret. J'avoue que j'aime pas un peu sur Twitter. Ouais, beaucoup sur Twitter. J'avoue que ça m'amuse beaucoup. Mais sinon, je suis d'une culture probablement que m'ont transmis là encore David et Lucie. Moi j'ai une chaîne. Voilà, enfin j'ai une chaîne, c'est débile comme je m'investis dans ma chaîne. Voilà, ma chaîne, je suis éditeur. Je suis pas une star, j'essaie des trucs, j'essaie d'être professionnel, mais j'ai rien à dire je fais exceptionnellement ici parce qu'on parle boulot. J'allais dire, je suis toujours ravi de raconter comment on essaye de faire les choses. Mais moi, personnellement, je souhaite pas particulièrement m'exposer plus que ça. Et c'est ce que je disais, on t'écoute, enfin on écoute. Voilà, on écoute Move principalement sur l'appli Radio France et sur le site move.fr. Voilà. Et Mathieu Marmouget, merci beaucoup. Et donc bon été et bonne rentrée pour Move. Merci beaucoup, Olivier.